Apportons-nous nos morts avec nous, dans cette grisaille hivernale qui étend son ombre sur nos existences repliées, confinées dans nos appartements surchauffés. Parfois, certaines questions surgissent inopinément. Ou est-ce encore cette impression d'accablement, de demi-vie, enserrés que nous sommes dans ce linceul de glace où une interrogation poétique agit sur nous comme une promesse d'évasion, une bouffée d'oxygène. Apportons-nous nos morts avec nous? La question individuelle étant éludée, nous ne savons que trop bien que nous portons nos propres morts en nous. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 11 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, à la librairie, Jean-Paul, un ami français, me faisait part de quelques-unes de ses réflexions, faites à partir d'une lecture, celle de Pierre Chaunu, qui lui-même s'appuyait, entre autres, sur des statistiques démographiques colligées par Emmanuel Todd. À savoir que la Chine et la France sont les deux plus vieilles civilisations et que c'est sur leur sol respectif que sont enfouis le plus de morts et que toute proportion gardée, c'est en France où on trouve le plus de dépouilles sédimentées. Ici, j'entends le clavier de Jean-Paul Coupal, cet historien blogueur, en train de crépiter comme une mitraillette. Déjà, les sujets de divergence commencent à s'accumuler sur nos pupitres respectifs, à savoir la réaction des journalistes québécois sur les déclarations d'Amir Kadir portant sur la désobéissance civile, les propos d'Imre Kertész sur Auschwitz, et enfin, ce n'est pas le moindre de nos ébats, mais bien débats, l'affaire Beaulieu, Victor Lévy de son prénom, ce Lévy qu'il a coquettement ajouté à son prénom et qui en a confondu plus d'un. Mais laissons Jean-Paul de côté pour l'instant. De toute façon, allez lire ma page Facebook, c'est certain qu'il va réagir à ce que je viens de dire. Alors, si vous avez besoin de lumière supplémentaire, de lumière savante, j'en profite pour vous inviter à aller visiter ma page Facebook où mon ami Jean-Paul sévit. Et donc, laissons Jean-Paul en dehors de tout ça et continuons nos libellations poétiques. Donc, revenons aux propos de Jean. Jean donc disait que des dizaines de milliers d'années de rituels apportés aux soins des défunts avaient pétri et enrichi et façonné le sol français et que ce même sol avait lui-même contribué à donner un esprit de corps, ai-je envie d'ajouter, et que le profond attachement du français à la terre reposait, entre autres choses, aux soins donnés aux morts. Ce qui faisait dire à Jean que la France était gouvernée par des morts, en quelque sorte, et que les travaux en démographie venaient confirmer que dans les diverses provinces de France, je sais, que cet atavisme lié au territoire se confirmait par les diverses tendances politiques. À supposer que j'ai bien résumé les commentaires de gens qui me décrivaient tout ceci avec l'accent chantant du Sud, ma propre imagination, qui n'est pas la moins emportée, comme vous le savez, je travaille pratiquement qu'avec mon imagination. C'est pour cela que je ne suis pas prof, mais libraire. Je me posais la question suivante. Nous, descendants de colons français, avons-nous apporté avec nous l'esprit de nos morts? Avons-nous, dans la vallée du Saint-Laurent, transplanté comme des souches vives
la mémoire ritualisée de nos défunts. Mais là-dessus, j'enchaîne avec tadam! Victor Lévy-Beaulieu. Lecture que j'offre à mon ami Jean-Paul. Je lui donne encore de la matière à me répliquer infiniment. Heureusement, vous le savez, ici, c'est comme un bunker. Je suis un peu à l'abri. Alors, j'enchaîne avec Victor Lévy-Beaulieu, M. Melville, dans les Aveilles de Moby Dick, le premier tome. Je vous montre les 3 tomes. Voici le tome 1, voici le tome 2, voici le tome 3. Et je rappelle que ce sont des exemplaires ayant appartenu à l'écrivain et critique Gilles Marcotte, des exemplaires annotés. Printemps 1838, ai-je écrit. Cette date ne pourrait être qu'une date. Elle pourrait même n'avoir de l'importance que par rapport à Melville, qui entreprend son premier voyage, quittant la Nouvelle-Angleterre pour s'embarquer à bord du Saint Lawrence, naviguant entre New York et Liverpool. Encore une fois, c'est la coïncidence que je privilégie. Le premier vaisseau sur lequel monte Melville n'est rien de moins que le Saint Lawrence. Sans doute appartenait-il à un riche marchand de Londres dont l'Empire s'appropriait tous les fleuves, celui qui mène au Grand Montréal comme celui qui conduit aux pyramides d'Égypte. Ces écumeurs de toutes les mers, vendeurs d'épices et verroteries au profit de l'Empire. J'imagine que le Saint-Lawrence, ça devient bien sonné à leurs oreilles. J'imagine qu'en prononçant le nom de ce bateau, l'on devait presque magiquement appréhender le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique saxonne. J'imagine que les marins du Saint-Lawrence ne devaient même pas savoir que le bateau sur lequel ils s'embarquaient avait été nommé ainsi en hommage au grand fleuve. J'imagine même qu'ils ne savaient rien de ce qui se vivait sur ces rives, du petit peuple qui, pour s'être rebellé, subissait les affres de la répression de Satan Colborne. J'imagine qu'il n'avait et n'entendait jamais parler de Girod, qui venait de se donner la mort sous le pont de Longue-Pointe pour ne pas tomber entre les mains des patriotes ou entre celles des habits rouges. J'imagine qu'il n'en savait pas davantage sur Jean-Olivier Chénier que les Anglais ont traîné dans cette taverne de Saint-Eustache, qu'ils ont mis sur une table pour le déposséder de son cœur et se promener avec au bout d'une pique dans le village. Et je pense aux patriotes pendus sur le champ de Mars, Monseigneur Bourget, agenouillé dans la neige, la main ensanglantée fermée sur sa croix pectorale. Je pense à tous ces gens du petit pays que l'on tue et que l'on exile dans l'indifférence alors que le monde tourne toujours, que les grands bateaux sillonnent l'océan pour déverser sur le monde les produits de tous les commerces. Et je me dis que Melville était au nombre de ceux qui ne savaient pas. Plus tard, il saura, peut-être, plus tard, quand en guise de voyage de noces, il se rendra à Montréal avec Elizabeth Shaw. Plus tard, quand après l'échec de Moby Dick, il deviendra conférencier et parlera des statues romaines devant les notables d'Hochelaga. Plus tard, beaucoup plus tard, Melville saurait peut-être, sans doute lorsque l'Acushnet, le bateau sur lequel il partira chasser la grande baleine, s'échouera précisément dans le Saint-Laurent. Mais au printemps de 1838, Melville se contente de traverser l'Atlantique à bord du Saint-Lawrence. Il n'a pas encore 18 ans. Il se sent ridicule avec sa veste de chasse, ses chaussures montantes et ses pantalons à la mode de Paris, fendus et boutonnés sur le bas des jambes. Quel drôle de marin il fait, Melville. Et quel enseignement il en retire, trop pauvre pour faire figure de bourgeois et juste assez riche pour n'être pas de la grande famille du monde ordinaire. Eh bien voilà, je conclue là-dessus aujourd'hui. Alors vous connaissez le reste. Ma page Facebook que je vous invite à aller visiter. En quelques heures, les
Les commentaires de Jean-Paul Coupal vont abonder. Mais vous le savez, je ne sais pas taper sur un clavier, je ne tape qu'avec un seul doigt. Alors, c'est très laborieux. Je suis un analphabète, disait cet autre ami. On peut appeler ça un ami, quelqu'un qui nous traite ainsi, mais disons, Rémi Lacoste a dit de moi que j'étais un analphabète. Ça va bien, n'est-ce pas? Alors donc, je vous invite à visiter ma page Facebook, je vous invite à me téléphoner à ma librairie d'occasion, le Livre Voyageur, 514-736-0999, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, où je recevrai la visite de Jean-Paul Coupal, aujourd'hui, vendredi, le 11 janvier. Et d'ailleurs, Jean-Paul, n'as-tu pas senti au cours de l'après-midi comme un- un vent de fraîcheur parcourir ton cou? N'as-tu pas oublié que j'ai encore à ma possession la guillotine jouet que ton papa t'a fabriquée? Quel bel outil d'émancipation. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée.